Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Sophie Barré. Je suis directrice de pôle Brand Content au sein d'ici, Barbès. Rapidement, pour vous présenter un tout petit peu d'où je viens, moi j'ai un cursus plutôt littéraire. J'étais partie pour faire un management, un master de management de la culture, travailler plutôt dans les théâtres. Et puis finalement, dans les théâtres, j'ai découvert la communication et ça m'a amené à m'orienter à travers des stages, ça m'a orienté vers petit à petit le milieu de la communication. J'ai fait un master de stratégie de communication internationale. Et puis, donc, j'ai fait mon premier stage de com en agence corporate. Et de fil en aiguille, j'ai intégré une start-up qui était dans le e-learning, une autre agence de communication éditoriale et puis Barbès, ça datait. Et donc ici, Barbès, en deux mots, c'est une agence de communication 360. On a un ADN éditorial à la base, mais aujourd'hui, on va dire qu'on a cinq expertises un peu complémentaires, qui sont le conseil stratégique, le branding, le contenu, le social media et la publicité. Voilà, donc on approche vraiment la plupart de nos clients avec cet aspect assez 360 et avec notamment pas mal de campagnes d'intérêt général de clients avec des sujets d'intérêt général, ce qui est assez intéressant, que ce soit sur la protection des océans avec la Surfrider Foundation ou pas mal de choses aussi dans le domaine de la santé. On a travaillé pour Roche sur la prévention de la sclérose en plaques, du cancer du poumon. On travaille pour l'assurance maladie. On travaille pour SNCF Mixité aussi pour faire bouger les lignes de l'égalité homme-femme. Enfin, voilà, un certain nombre de sujets très variés. Et donc, le positionnement d'ici Barbès, c'est la science des gens. C'est un peu ce qui nous rapproche de notre sujet d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on considère que pour faire bien de la communication, il faut de la science, il faut de la data. Et donc, l'IA rentre dans ce domaine-là. Il faut des métriques, il faut savoir d'abord à qui on s'adresse avec des études quali-quanti. Et puis, il faut mesurer en général les résultats d'une communication. Et puis, il faut quand même aussi tenir compte des gens, c'est-à-dire que, je ne vais pas vous l'apprendre, la communication, c'est quand même une science humaine. Et donc, les gens, ils ont des émotions, ils ont des décisions parfois irrationnelles. Et c'est justement ce qui nous intéresse, c'est ce mix entre la data et puis le côté humain. Et je pense que c'est assez symptomatique et révélateur aussi en tout cas de ce qu'on pense de l'intelligence artificielle. C'est vraiment cet équilibre entre les deux, euh, parce qu'on ne peut pas laisser faire l'IA, en effet, sans être derrière. En tout cas, on en est loin encore aujourd'hui. Euh, donc justement, l'intelligence artificielle au sein de l'agence, nous, Claire disait que depuis un an, en effet, il y a une énorme accélération. Et donc, on a pris le train en marche, ça fait à peu près un an aussi. On a monté un groupe pilote début janvier, on va dire, notamment sur l'utilisation de ChatGPT en IA générative de texte. Et puis Midjourney, on va dire, ou des IA génératives d'images, avec un petit groupe de consultants, de créatifs, assez variés, de secrétaires de rédaction. Et on est dans une logique de test and learn avec vraiment des retours d'expérience justement sur nos différents métiers. Donc, bah, voilà, j'ai utilisé l'IA pour essayer de générer un storyboard, qu'est-ce que ça a donné? J'ai fait des comptes rendus de réunion, qu'est-ce que ça a donné? Donc, on s'est réunis à plusieurs reprises. Et là, je pense qu'on est vraiment maintenant dans une étape de professionnalisation. C'est-à-dire qu'on arrête de bricoler d'une certaine façon. C'est-à-dire que maintenant, on va former d'ailleurs nos consultants à ChatGPT dans à peine un mois et les créatifs à la suite d'IA de Photoshop, qui est une solution embarquée pour la partie générative d'images. Et ensuite, d'ici la fin de l'année, on a prévu de le déployer à l'ensemble de l'agence en disant il s'agit simplement de se dire qu'est-ce qui nous fait gagner du temps, qu'est-ce qui peut faire évoluer nos process et qu'est-ce qui, du temps ou de la pertinence parfois, qu'est-ce qui en revanche a été testé qui n'est pas forcément intéressant. Et donc voilà, on va finalement ajuster nos façons de travailler et nos usages par rapport à cette intelligence artificielle.
Alors rapidement, je vous disais, il y a deux types d'IA qu'on utilise, en tout cas par rapport au brand content. L'IA évidemment couvre beaucoup d'autres secteurs. Je ne vais pas vous parler de tout ce qui concerne la santé ou autre. Là, on est vraiment sur l'IA générative. Donc nous, on utilise cette journée, Stable Diffusion beaucoup moins, plus l'IA de Photoshop. Peut-être je vais vous partager, parce que souvent quand on parle de visuel, c'est quand même plus simple de montrer des choses. Vous en connaissez peut-être. Je vais partager mon écran. Peut-être il me faut une autorisation. Oui. Claire. Alors, attends. Ah, je pense que Sébastien, c'est peut-être toi qui peux le faire. C'est l'animateur qui peut Voilà. permettre le partage d'écran. Oui, merci Yasmine. Effectivement, je viens de nommer Sophie Barré. Tu es nommée animatrice en chef. Ok, super. Ok. Donc, normalement, là, vous devriez voir mon écran. Oui, tout va bien. C'est Merci. le cas. Je ne sais pas si vous voyez aussi ou pas. On voit, oui. Ok. Donc là, vous avez des exemples d'images générées par l'intelligence artificielle. Vous les connaissez sans doute, vous les avez vues passer. Là, on est sur des personnalités publiques qu'on a beaucoup vues dans les médias. Ce qui est assez rigolo, c'est que, alors, ça commence quand même à être extrêmement réaliste, ce qui pose notamment des problèmes, en effet, de fake news. On voit néanmoins quand même qu'au niveau des pieds et des mains. On n'est pas encore complètement au point. C'est ce qui souvent permet d'ailleurs de se dire c'est peut-être une IA qui a généré ça. Plus proche de nos métiers, il y a pas mal d'acteurs de la presse, de médias, qui se sont lancés aussi dans l'IA générative au niveau des couvertures. À droite, vous avez celle de CB News de janvier, avec une femme complètement artificielle, et puis Michel Houellebecq courant dans un champ, dans une prairie fleurie pour le JDD. Et ça, alors là, on est plus dans la partie publicitaire. Ça aussi, vous l'avez peut-être vu cet été. Undies qui souhaitait valoriser des maillots de bain, mais sous l'eau cette fois-ci, en disant bah, pour le coup, on va les montrer un peu en situation. C'était hyper compliqué. On comprend un peu pourquoi d'embarquer des photographes sous l'eau. Donc, ils ont eu recours à l'intelligence artificielle. Là, vous verrez qu'ils ont détourné assez habilement le problème des pieds et des mains. C'est-à-dire que soit ils sont hors champ, soit ils sont tournés vers l'arrière, ce qui fait qu'on s'y croirait presque un peu, même si la jeune femme blonde est quand même un petit peu artificielle aussi de son côté. Ça, c'est une campagne qui vient juste de sortir cette semaine pour l'association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. Je ne vais pas vous diffuser le film là parce qu'en plus, ça passerait très mal. Vous pouvez le voir si vous voulez, mais on est vraiment là sur une vidéo qui va se dire tout est possible grâce à l'intelligence artificielle, le monde est sans limite, on peut faire revivre les mammouths, tout ce qu'on veut, et néanmoins, on ne comprend pas pourquoi on ne peut pas employer des personnes handicapées dans un certain nombre d'entreprises en France encore aujourd'hui. Donc, c'est là où on commence à utiliser l'intelligence artificielle pour justement l'utiliser en décalage par rapport à la réalité. Et d'autres campagnes vont carrément s'appuyer sur l'intelligence artificielle, là plutôt pour s'amuser de ses limites. Becherel, elle a été primée cette année, elle a fait pas mal de buzz. Et là, tout le monde connaît le petit livre traditionnel du Becherel qui permet de nous améliorer en orthographe, en grammaire, etc. Sauf qu'ils se disent, si on fait des fautes d'orthographe, pour le coup, on peut se retrouver avec des résultats dans le prompt qui ne sont pas forcément ce qu'on attendait. En l'occurrence, une jolie maison dans une forêt de pins ou a soul singer on the stage. On peut avoir quelques surprises. Donc, celle-là a fait pas mal parler d'elle. Et d'autres campagnes, Jamais sans elle, qui la promeut l'égalité femmes-hommes, où on voit que là, on est vraiment dans les biais de l'intelligence artificielle encore aujourd'hui, qui souvent est quand même assez machiste, sexiste, et que quand on tape pourtant en anglais, où il n'y a pas du tout de féminin ou de masculin, mais une secrétaire, on voit que c'est souvent une femme.
un petit peu pulpeuse, et un chirurgien ou un chef d'entreprise, ben, c'est toujours des hommes, c'est sûr d'eux. Voilà, donc là, ça fait partie là aussi de ce que des améliorations que l'intelligence artificielle doit encore faire pour égaliser tout ça. Je vais arrêter mon partage. Vous voyez toujours mon écran? Oui, Oui, Ouais. toujours. Ok, ben on va en profiter pour, je vais en profiter pour faire peut-être un petit saut sur ChatGPT. En l'occurrence, je ne sais pas si certains d'entre vous utilisent au quotidien ChatGPT ou pas. Peut-être pas. je pense qu'il y en a. Il y en a pas mal. Bon, Ouais. je me dis, j'avais envie de lui reposer la question d'aujourd'hui, en disant finalement, pas du tout. Est-ce que l'IA est utile dans la communication éditoriale? Mais il m'a corrigé d'ailleurs. Mm. Donc là, il nous dit très rapidement quels sont les usages qu'on peut en faire. Donc la révision et correction grammaticale, en effet, optimisation du contenu, génération automatique de contenu, traduction, veille et curation de contenu. Elisa nous en parlait tout à l'heure. Personnalisation aussi, on voit en effet que sur un même sujet, ça peut être analyse des retours des lecteurs, alors, quand même beaucoup. Planification et programmation, de tendance, assistance à la création. En effet, là, c'est là où nous, souvent, on l'utilise de façon assez appropriée. Voilà. Et il nous dit en effet que il y a des biais, que l'IA ne remplace pas le jugement, la créativité, l'expertise humaine. On la remercie pour ça. Après, moi, j'aime bien lui demander de reformuler. Et c'est là où on voit en termes d'adaptation pour un enfant de 6 ans. Donc là, il fait la même chose, mais de façon beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible. L'IA est comme un ami magique qui t'aide à corriger tes fautes dans ton histoire. L'IA peut te montrer quelles images les gens aiment le plus dans ton livre. Écrire des petits morceaux, des petites parties de toute l'histoire. Trouver des histoires intéressantes. Si tu veux que ton ami aussi parle une autre langue et lise ton histoire, l'IA peut la traduire pour lui. Bon, voilà, donc ça, c'est juste en général, et ça, on l'utilise nous, alors pas forcément pour des enfants de 6 ans qui ne sont pas forcément toujours dans nos cibles en termes de campagne. Néanmoins, on se rend compte que sur la base d'un message principal, en effet, ChatGPT est assez fort pour aller personnaliser et aller adapter les messages ensuite en fonction de cibles. Et on peut même, pour finir, on peut même lui demander de faire de la poésie. Bon, alors ça, c'est rigolo. Ouais, c'est assez marrant. Ouais. Ouais. Et c'est incroyable la vitesse, en effet, d'exécution. Et ça rime hein, quand même, c'est des vrais alexandrins. Bon, là, après, je ne sais pas si le lien avec notre sujet est vraiment là, mais Non, mais c'est assez amusant. voilà, si en quête d'idées, tu te sens égaré, l'IA douce muse vient à toi sans gré. Je pense que ce serait notre... on retiendra ça de ChatGPT ce soir. Voilà, donc juste pour reboucler sur ce qu'on fait quand même au quotidien par rapport à ça, aujourd'hui à l'agence, on se sert donc en effet de l'IA générative de visuel plutôt pour créative, c'est-à-dire on va faire des campagnes
avec l'intelligence artificielle, peut-être parce qu'on est plus aussi dans le brand content. On se sert par contre sur des storyboards, c'est-à-dire pour décliner une idée avec une intention qu'on fait valider au client, et ensuite, une fois que l'intention est calée, eh bien, on va faire réaliser la vidéo ou le motion en vrai. Mais l'IA, en effet, permet de défricher pas mal de choses, et de plus en plus, on l'utilise aussi en retouche et en extension d'image, plutôt fixe pour l'instant, mais c'est possible de l'utiliser aussi sur de la vidéo, sur des images qui n'ont pas été tournées dans la prise de vue initiale. C'est assez bluffant. Et ChatGPT, alors on l'utilise pour formaliser un compte-rendu sur la base de notes, c'est pas mal. La correction orthographique et sémantique, moi j'ai pas mal de consultants qui me disent je fais relire mes textes, mes mails à ChatGPT pour vérifier qu'il n'y a pas de faute et qu'on peut optimiser la forme avant de l'envoyer. En synthèse documentaire aussi, c'est pas mal. En rédaction, alors vraiment là, c'est avec beaucoup de bémols, parce qu'il y a vraiment nécessité de vérifier les données. C'est là où on voit que la qualité du prompt est vraiment essentielle dans le rendu de l'intelligence artificielle, que ce soit de l'image ou du texte. C'est très difficile d'avoir des estimatifs de chiffres de crédibilité. C'est assez flou, que ce soit sur le corpus sur lequel l'IA a été entraîné. On estime à peu près, je pense aujourd'hui, qu'il y a 60% de taux de crédibilité dans les textes que produit notamment ChatGPT. Donc, on peut se dire, bon, c'est pas si mal, mais d'un autre côté, il est hors de question de se servir, notamment quand on doit fournir des sources scientifiques. Alors, nous, on travaille avec ChatGPT 4 qui est connecté au web, mais qui ne va pas non plus scroller dans tout. Donc souvent, il faut lui fournir quand même les sources en premier, un prompt quand même très précis, le plus précis possible. Et après, on a une base qu'on peut retravailler. Voilà, mais c'est hors de question de laisser ChatGPT tout rédiger. En benchmark, c'est pas mal aussi. On se rend compte que ce soit pour l'identification de campagnes, d'entreprises, en France, à l'international, ça peut là aussi donner une bonne base. Des premières intentions d'idées aussi, c'est un peu ce que disait Elisa, mais pour trouver des nouveaux sujets, quand on est en comité éditorial, par exemple, sur un magazine, en disant de quoi je pourrais parler en octobre ou sur l'année prochaine, ou quelles sont un peu des identifications de tendances. Puis en SEO, sur l'optimisation, ça ne remplace pas du tout d'autres outils bien plus adaptés comme SEMrush, qu'on utilise pour le référencement naturel. Néanmoins, ça peut optimiser un texte, ça peut aller rédiger une métadescription. Voilà, donc c'est un peu, nous, les utilisations qu'on en fait aujourd'hui. Alors, quelles conséquences ça a sur l'évolution de nos métiers? Forcément, je pense que ça peut faire gagner du temps, donc ça peut faire gagner de la productivité, mais il faut le prendre comme un outil, vraiment. C'est absolument pas, ça va pas remplacer nos métiers. Moi aussi, je suis pas très inquiète. Je suis plutôt assez enthousiaste parce que ça permet d'étendre finalement les outils qu'on a aujourd'hui. Ça peut forcément, du coup, ça a des questionnements sur l'évolution du modèle économique des acteurs de la communication. On voit arriver des acteurs éditoriaux qui proposent de générer du contenu par l'intelligence artificielle, c'est clairement affiché, avec des prix, par exemple, d'articles qui sont moins chers si c'est rédigé par l'IA versus rédigé par un journaliste. Même si on dit, ne vous inquiétez pas, les journalistes relisent derrière. Mais voilà, ça commence déjà à créer en effet des modèles économiques qui évoluent. Forcément des impacts de métier aussi, puisque on le voit, les journalistes, les traducteurs, les correcteurs sont des métiers qui sont directement, qui commencent à être impactés par l'IA. D'autres, les storyboarders, les retoucheurs, les voix, on le voit, le son aussi très directement. Néanmoins, voilà, je pense qu'on n'est pas encore à un remplacement à 100%, c'est hors de question. Je pense qu'on sera plutôt sur, en effet, des solutions à deux vitesses, et en se disant que quand il s'agit, par exemple, d'avoir une voix pour un didacticiel qui explique comment utiliser un logiciel, ça, une intelligence artificielle peut tout à fait le faire. Il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée humaine. En revanche, pour un film, qui soit publicitaire ou
encore plus largement. Voilà, on n'est pas encore complètement aujourd'hui, en tout cas, à remplacer l'homme par de l'IA. Ça viendra sûrement, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et puis après, ça a créé d'autres métiers aussi. On voit apparaître des prompteurs, des IA designers, des artistes aussi qui utilisent l'IA pour créer du contenu. Donc, comme toute révolution de toute façon industrielle ou technologique, ben voilà, il y a des métiers qui évoluent, d'autres qui peut-être un jour disparaîtront, on ne sait pas, et certains qui arrivent. Donc, c'est cette mutation qui est en cours. Les influenceurs aussi, ça c'est très clair. Il y en a de plus en plus, des avatars virtuels, notamment dans le domaine du luxe ou de la mode, qui ont fait d'ailleurs des taux de clics et surtout d'engagement assez phénoménaux par rapport même à des influenceurs humains. Donc là aussi, ça bouge. Voilà. Alors après, il y a quand même une fâche cassée derrière tout ça, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, il faut l'alimenter en données, il faut saisir, il faut indexer, il faut corriger les données. Et ça, même si ce n'est pas directement dans nos pays, on voit, on entend de plus en plus parler, hein. Il y a quand même des esclaves numériques, des gens qui, en Inde, en Philippines, travaillent 14 heures par jour pour toucher 50 $ par mois. Voilà, c'est pas forcément c'est pas très vertueux. Au niveau environnemental, c'est pareil, c'est-à-dire qu'à l'heure où la communication évolue quand même, et ça c'est très bien, vers de l'éco-conception, la société numérique, et on se nourrit la machine, de l'intelligence artificielle, il faut beaucoup de serveurs, il faut une grosse puissance machine. Donc là, c'est pareil, au niveau environnemental, on n'est pas forcément sur des impacts très positifs. Et puis, ça pose évidemment des questions éthiques, puisque là, alors, le Parlement européen a voté l'IA Act, je crois, en juin dernier. Donc là, il y a quand même des premières réglementations qui se font sur la partie de la sécurité, sur la partie de la santé, des droits fondamentaux. Dans nos métiers, c'est un peu plus flou. Il y a des histoires de propriété intellectuelle, de plagiat, de protection des données. On le voit, Getty a attaqué là, des boîtes d'intelligence artificielle parce qu'il se faisait pomper des images pour nourrir les IA génératives d'images. Radio France, le New York Times, de plus en plus de médias aussi bloquent les algorithmes des IA, puisque c'est absolument pas normal qu'eux produisent des contenus de qualité qui sont ensuite récupérés par l'IA pour en générer d'autres. Donc tout ça est en train de il y a quand même un grand flou au niveau réglementaire, mais c'est en train quand même de s'organiser petit à petit. Et puis je pense qu'il y a vraiment une vigilance sur en effet les news, et donc dans nos métiers plus directement, que l'IA vient vraiment amplifier de façon exponentielle. C'est-à-dire qu'on a vu que déjà, c'était très fort au niveau des réseaux sociaux, mais là, on a vu avec Angela Merkel et Barack Obama qui mangent une glace sur une plage alors qu'ils ne se sont jamais rencontrés là. Pour le coup, le fake content, ça prend vraiment une ampleur très forte. D'ailleurs, il y a un regain nécessaire du fact-checking, on le voit dans les médias. Je vois là Le Monde, depuis le début du conflit israélo-palestinien, régulièrement remet des contenus sur les fausses images qui circulent depuis le début du conflit. Je lisais dans Libération cette semaine, ils ont mis en place le Check News, qui défendent comme le moteur de recherche humain. C'est-à-dire que c'est des journalistes qui répondent aux questions qu'on peut se poser. Donc voilà, il y a quand même une régulation qui se fait, en tout cas de la part des médias, et de se dire en effet, à l'heure où Twitter licencie des gens et que la modération devient de plus en plus difficile sur certaines plateformes, voilà, on a tous, je pense, un rôle à jouer sur des contenus qui, certes, peuvent utiliser l'IA pour faciliter la production, mais avec beaucoup de prudence et une modération qui doit de toute façon rester humaine. Voilà, je pense que c'est en conclusion un formidable outil, mais il faut que l'humain soit derrière, et à partir de là, ça peut donner du temps, ça peut donner plus de place pour la créativité, pour le conseil, et donc de faire évoluer nos métiers avec ça de manière positive, voilà, en étant néanmoins prudent.